Hello, everyone, and welcome to another Tuesdays in Conversation. With this week, a little twist to it, because at my guest's request, I'm going to be doing this entirely in French. But before you rush to change channels, let me reassure you that this will be subtitled, and for any French speakers out there, please forgive my roughshod trampling over the French language. So let's flick the switch. Et voilà. Alors, mon invité ce soir est un critique d'art, un historien, le commissaire général du Festival Normandie Impressionniste et surtout, il est l'arrière-petit-fils d'un des plus grands des peintres impressionnistes, Claude Monet. Alors, c'est donc un grand honneur pour moi de vous présenter Monsieur Philippe Piguet. Philippe, bonjour et grand bienvenue à In Conversation. Bonjour Alastair, je suis très heureux de vous rencontrer. Merci d'être là, c'est un plaisir pour nous. Philippe, une question pour commencer. Claude Monet, qu'on appelle souvent le père fondateur de l'impressionnisme, est un nom que nous connaissons tous. Il était votre ancêtre. Donc, je serais curieux de savoir comment vous pensez que ce fait a façonné votre vie. Alors, je voudrais préciser que je suis l'arrière-petit-fils par alliance. Je suis l'arrière-petit-fils de sa seconde femme. D'accord. Mais ce qui est important pour bien comprendre, c'est que le premier mari de sa seconde femme, de Alice, donc mon véritable arrière-grand-père, était collectionneur. Et il a collectionné Corot, Courbet, mais aussi et surtout les impressionnistes. D'accord. La vie est comme cela. Il y a eu des problèmes de faillite de mon arrière-grand-père, Ernest Hochedet. Le couple s'est séparé. D'un autre côté, Monet est devenu veuf et il y a eu une aventure amoureuse entre mon arrière-grand-mère et Claude Monet, et c'est toute l'histoire de Giverny. Et vous êtes le fruit de cette aventure entre les deux. Je suis l'un des fruits de cette aventure. Alors, vous me demandiez comment cela a façonné ma propre vie. Moi, j'ai fait des études littéraires, mais j'ai très tôt été passionné par l'art. Non seulement celui de mes aïeux, c'est-à-dire évidemment toute cette magnifique histoire de l'impressionnisme, mais aussi par l'art contemporain. Et cet intérêt pour l'art contemporain, je la dois précisément à Monet. Parce que Monet est un artiste totalement contemporain à son époque. Même avant-garde. Et même d'avant-garde, Alastair, vous avez tout à fait raison. Donc, ça a façonné en effet mon existence dans toutes sortes d'activités qui étaient d'abord plutôt amateurs, de créer une petite galerie à Giverny, mais il y a très longtemps, et puis de faire des études d'histoire de l'art pour un jour, il y a déjà effectivement encore quelques années et quelques décennies, ne plus faire que un travail d'historien d'art et de critique d'art par rapport à l'impressionnisme, par rapport à l'art contemporain. D'où je vous parle, je suis en train de monter une exposition d'art contemporain en Haute-Savoie. D'accord, d'accord. Ben, Philippe, je vais juste tourner la question dans une autre façon. Si j'ai bien compris, il n'y a rien, il n'y a jamais eu un côté négatif d'avoir quelqu'un dans ta famille aussi connu que Claude Monet. Non, jamais rien du tout de négatif, que du positif, avec une précision, parce que souvent on se dit peut-être il a été tenté de faire de la peinture. Ah non, pas du tout, pas du tout, pas du tout, pas du tout. C'est une chose beaucoup trop sérieuse, grave, importante. Donc moi c'est beaucoup plus le regard.
Et D'accord. c'est vrai que le regard, je le dois beaucoup à mon véritable arrière-grand-père, qui lui avait fait cette collection. Qui avait fait la Mais collection. Monet m'a appris énormément de choses. Évidemment, pas lui-même, je suis quand même pas aussi vieux que cela, mais par ma grand-mère, par ma mère, qui ont connu Monet. Ma maman, elle était née en 1903, elle est née dans la maison à Giverny, dans la maison de Monet, Wow. et elle a grandi. Vous voyez, Monet est mort en 1926, elle avait 23 ans, elle a très bien connu Monet, et ma grand-mère était encore plus âgée, et j'ai beaucoup fait parler ma grand-mère avant qu'elle ne meure en 1968. Donc cet intérêt pour Monet, il est déjà très vieux chez moi. Il a un demi-siècle. Hein. Donc Ouais. je me suis nourri aussi de toutes sortes d'archives. Parce que quand on était adolescent, il fallait, nous les enfants, Mhm. aller garder la grand-mère le week-end à Giverny. Ah, d'accord. OK. C'était pas très très drôle d'aller garder la grand-mère le week-end. On préférait aller au cinéma avec les filles. Mais quand moi j'étais à Giverny pour garder la grand-mère, je fouillais la maison, je sortais des photos, des lettres, des livres, je montrais à ma grand-mère et elle me racontait plein de choses et elle me disait garde, garde. Et j'ai constitué des archives avec lesquelles je travaille depuis une cinquantaine d'années. Et les archives dont vous parlez, ils sont chez vous ou vous les avez consacrés les Non, beaux-arts? non, c'est des archives personnelles qui me servent à faire des livres, qui Ouais. me servent à faire des films, qui me servent à faire des conférences, donc, et qui surtout m'ont permis de connaître la vie au quotidien de Monet. Parce Excellent. que j'ai énormément de lettres, plusieurs centaines de Et, lettres de famille, pas de et, Monet. De Monet, j'en ai quelques-unes aussi. et parce que vous me faites penser peut-être à quelque chose que j'ai beaucoup aimé, c'est des lettres entre Van Gogh, Vincent Van Gogh et son frère, Théo. Son frère Théo, oui. Donc, Non, vous allez faire publier vous allez publier les lettres alors de vous avez, oui, tout à fait, Alastair. Oui, mon objectif, c'est de publier cela pour 2026. Vous voyez, comme quoi, le parce 100 que ans. le centenaire de la mort de Monet. Parce que je travaille dessus depuis 40 ans, mais je veux essayer de donner beaucoup d'informations pour comprendre le contenu des lettres. D'accord, d'accord. Bon, Philippe, on va revenir sur Monet et la vie à Giverny, mais Oui. parlons-nous d'abord un petit peu de la Festival Normandie Impressionniste. Donc, vous êtes le commissionnaire. C'est tous les 4 ans maintenant, je crois. Alors, oui. Alors, ce festival a été créé en 2010. Mhm. Il a d'abord été tous les 3 ans jusqu'en 2016, et puis il est devenu quadriennal depuis l'an dernier, 2020. Alors, pour être précis, j'étais le commissaire général du festival en 2020. Pour l'instant, je n'ai pas été à nouveau nommé pour 2024. Mais ça va, il le souhaite, moi je le souhaite aussi, c'est-à-dire avoir à nouveau cette mission qui est juste ponctuelle, d'autant qu'en 2024, c'est le 150e anniversaire de l'impressionnisme, Ah de la oui, première exposition en 1874 dans l'atelier de Nadar, le grand photographe. photographe que je connais, ouais. À l'occasion de cette exposition, Monet va exposer Impression Soleil levant, et c'est comme cela que démarre ce groupe que l'histoire qu'on a appelé l'impressionnisme.
Super, super. Et le festival, c'est quoi le but du festival? C'est un festival qui se passe dans plusieurs lieux ou c'est dans un seul... C'est à Giverny, j'imagine? Il y a... Non, 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 Non? c'est un festival qui s'appelle Normandie Impressionniste, Oui. qui couvre tout le territoire normand. Ah, d'accord. Alors, c'est un festival qui a lieu l'été et l'an dernier, j'en étais le commissaire, j'avais proposé comme ligne directrice Mhm. la couleur au jour le jour, Wow. avec cette intention particulière, c'est que c'est une manifestation qui ne porte pas simplement ni sur la peinture, ni sur l'impressionnisme, mais qui va jusque dans l'art contemporain. Parce D'accord. que l'impressionnisme était un mouvement d'art contemporain, comme nous l'avons dit tout à l'heure. Oui. Et il y a de la photo Et aussi dans le festival ou pas? oui, il y a bien sûr, il y a photo, théâtre, danse, Ah, musique, d'accord. etc. Ah, C'est totalement polymorphe. ouf, c'est énorme. Ben, j'espère que la prochaine fois, le monde va avoir repris un peu Nous satanique. l'espérons bien, nous l'espérons Ouais. aussi parce que on compte beaucoup pour le tourisme étranger, notamment anglo-saxon, le tourisme japonais qui adore Monet. Donc, Oui, on oui. espère bien, on espère bien. Donc, c'est une manifestation qui compte à peu près une cinquantaine d'expositions et à Mhm. peu près 200 événements ponctuels, Ouf, c'est énorme. Et ça dure combien de temps? tout l'été. C'est tout l'été. D'accord. Philippe, pourriez-vous peut-être nous donner une définition de ce qui fait une peinture impressionniste? Quels sont les éléments clés de ce genre de peinture? Alors, pour répondre à votre question, Alastair, je pense que le mieux, c'est de partir d'Impression Soleil Levant, puisque c'est le tableau qui a donné ce nom d'impressionnisme. Attendez, Philippe, je vais vous couper 2 secondes. James, could you put up the tableau, the impression soleil levant image for us, please, just so we can see what we're talking about? Not that one, no. The sun on the water, no, no. Bear with me, Philippe. It's the one with the sunrise. Yep, that's the one. Yes, yes. OK, on a sur l'écran maintenant, Philippe. Excusez-moi. Donc, oui, je vous ai coupé. Excusez-moi. Non, alors, pour répondre à votre question, Alastair, le mieux, c'est de regarder ce tableau qui s'appelle Impression Soleil Levant et qui donne son nom au mouvement impressionniste. Qu'est-ce qui le caractérise? C'est comme un plan d'abord photographique, au sens où le motif va au-delà des limites du tableau, dans la façon dont le regardeur va imaginer la scène. Ça n'est pas bordé sur les côtés, c'est D'accord. ouvert. Mhm. Bien sûr, ce qui est le plus frappant, c'est la touche du peintre. C'est une touche qui est vive, qui est fragmentée, et notamment, c'est une des caractéristiques majeures de l'impressionnisme. Les impressionnistes ne font plus un mélange de couleurs sur la palette, ce n'est plus un mélange matériel, physique. Les impressionnistes posent sur la toile la couleur indépendamment de la nuance, dans des touches voisines. Et c'est l'œil qui va faire le mélange. Ça n'est plus un mélange matériel, c'est un mélange optique. Un peu comme le pixel. D'accord, d'accord, c'est C'est aussi fascinant. simple que cela. Wow, ouais, il était bien, bien en avance de son temps, Monet. C'est très en avance. Ouais, Et mais donc voilà, ce qui est aussi l'une des marques mhm, de l'impressionnisme, mhm. c'est que vous ne trouverez pas dans
la peinture impressionniste des sujets religieux. Non, jamais. Vous ne trouverez pas de sujet, on va dire, d'illustration historique. Les grandes batailles, ce genre de choses. Ouais, Les grandes batailles, le sacre de je ne sais plus qui, etc. Ouais. La peinture impressionniste, c'est une peinture du quotidien, au jour le jour. La couleur, au jour le jour. Et oui. Est-ce que ça veut vraiment dire que c'était aussi une peinture qui se déplaçait de la studio, qui était largement fait à l'extérieur? C'est fondamental. C'est que a été inventé au milieu du 19e siècle le tube de peinture. Ce qui permet en effet aux artistes, déjà avec Corot, Courbet et l'école de Fontainebleau. Mais là, ils le systématisent. Ils vont travailler sur le motif. Comme on dit dans la langue aujourd'hui, in situ. Donc le rapport au monde extérieur est très différent. Et ça va se traduire par le fait que les impressionnistes sont dans un contact direct avec la lumière. Et la lumière, elle varie du soir au matin. Et donc, l'impressionnisme, c'est un mouvement qui est essentiellement aussi marqué par ses variations lumineuses, par les variations atmosphériques. Très important. James, could you pull up the Three Haystacks painting for us, please? Parce que les impressionnistes, je parle surtout de Claude Monet, faisaient souvent la même scène, mais au moment différent de la journée ou différent de l'année, pour, j'imagine, essayer de capturer une lumière différente. C'est un peu le but parce que c'est pas très intéressant a priori de refaire encore la même scène, mais le sujet, c'était pas la scène, c'était la lumière. Alors, le sujet, ça n'était pas la scène, ça n'était pas la meule, mais effectivement, c'était la lumière. Mais le sujet, c'est encore plus que la lumière, peut-être, c'est la peinture. Et là, on en arrive à faire des impressionnistes, des artistes qui commencent à poser la question, est-ce que le sujet est important? La réponse, elle sera donnée un peu plus tard, de manière catégorique, par Kandinsky qui va inventer l'abstraction. Vous avez pris les mots de ma bouche parce que pendant que vous parliez, je me suis dit, peut-être le suite de ça naturel va être la peinture abstraite, complètement abstraite. Et vous venez juste le confirmer, c'est très bien. Je le confirme d'autant plus que on voyait tout à l'heure les meules, les haystack, et que c'est à la découverte des meules de Monet que Kandinsky se dit mais on n'a pas besoin du sujet. Donc c'est Monet qui a entraîné Kandinsky à se dire que finalement la peinture toute seule, ça pouvait suffire. C'est fabuleux, fabuleux. James, could you pull up the painting with the Houses of Parliament, please, for me? With the three. Voilà un exemple d'un autre sujet qui est fait plusieurs fois avec des résultats complètement différents. Et je trouve, honnêtement, si vous me demandez de choisir le préféré entre les trois, j'aurais du mal quand même, parce qu'ils sont tous les trois sublimes. Et l'eau, on voit bien que l'eau pour Monet était extrêmement important, non seulement à Giverny, mais bien avant. Alors justement, vous avez raison, Alastair, de le signaler, l'eau, c'est toute cette capacité à refléter le monde. Et c'est en effet un élément essentiel comme l'air, puisque ce sont les nuages et que les variations de la lumière, c'est un jeu permanent entre ces deux éléments que sont l'eau
et l'air. D'accord. Et c'est vrai que ça peut permettre de dire que l'impressionnisme est une esthétique de l'élémentaire. Et les trois images de Londres, qui sont du tout début du XXe siècle, celle-ci, je crois, date de 1904, 1902, 1904, 1905, parce que Monet aimait beaucoup le Royaume-Uni. Il aimait beaucoup l'Angleterre. Hein. Il en aimait beaucoup les vêtements, il en aimait beaucoup la cuisine, et il parlait pas anglais, hein, mais il aimait bien ça. Il aimait bien ça. Et les trois images sont très très précises par rapport effectivement à tous ces jeux de variation de la lumière, d'autant plus que, évidemment, à Londres, il y a ces jeux de fumée, le fameux fog, je crois on dit comme ça, hein, cette brume avec laquelle il n'a cessé de jouer. Ce qui était très intéressant dans les images que vous avez montrées, c'est aussi ces audaces chromatiques, cet orangé incroyablement puissant que Monet utilise dans un des tableaux du Parlement et qui préfigure ce qui va arriver au début du XXe siècle dans l'histoire de l'art, c'est-à-dire le fauvisme et l'expressionnisme. Ah oui, d'accord. James, could we go back to the Rising Sun painting, please? And we're going to talk about that a little bit. Yeah, that's the one. Thank you, James. Philippe, parlons de ce tableau qui est souvent crédité d'être le premier tableau impressionniste qui s'appelle Impression Soleil Levant. Pourquoi c'est exposé quand et pourquoi on appelle ça le premier? Alors, ce tableau, il a été peint en 1872. Et il est présenté pour la première fois par Monet dans cette première exposition que font ces jeunes artistes. Ils ont une trentaine d'années. Ils ne sont pas acceptés par le salon officiel. D'accord. Par lequel, ordinairement, c'est par là qu'il faut passer pour faire carrière. Donc, comme ils ne sont pas acceptés et qu'ils voudraient bien dire que leur peinture est très importante, ils vont créer un collectif. Ils vont faire une association qui s'appelle Société coopérative de peintres, etc. Et ils vont monter leur propre exposition. Et dans cette exposition, il y a Impression Soleil Levant, et il y a un critique d'art qui s'appelle Louis Leroy, qui va publier un article proprement assassin dans un journal qui s'appelle le Charivari, le 25 avril 1874. Et cet article est très amusant, car c'est un dialogue entre lui et un peintre de la vieille école, l'un de ces vieux académiciens qui ne parle et ne jure que par Ingres. Et il se promène dans l'exposition. Ils arrivent devant le tableau, et là, le pauvre vieux peintre, il a quasiment une crise d'apoplexie. Et dans la bouche du critique d'art, c'est lui qui écrit l'article, il s'écrie, mais ce tableau, il n'est pas mieux fait que du papier peint. Oh là 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 là. Ah, c'est terrible. C'est terrible, mais ça n'aura pas empêché mon arrière-grand-père, mon véritable arrière-grand-père, le collectionneur. Ouais. C'est lui qui l'a acheté le premier au monde. Ah, d'accord. Parce qu'il a vu que ce tableau était très important. Il ne l'a jamais su parce qu'il va mourir assez vite, après avoir fait faillite, après l'avoir même perdu, ce tableau. Imaginez-vous, Alastair, le tableau, il l'achète 800 francs. 800 francs. 800 francs de l'époque. D'accord. On va dire 3 000 euros.
D'accord, donc, ouais, d'accord. OK, Voilà. ben, ouais, d'accord. Moi, je pensais en dollars, mais ouais, d'accord. Ah oui. OK. Alors Ouais, en mais bon. dollars, bon, disons 800 francs de l'époque parce que euh, il fait faillite 4 ans plus tard. Tout Ouais, part en vente aux enchères à Drouot et le ouais. tableau n'est racheté que 250 francs. Oh mon Dieu. Un tableau qui est aujourd'hui un tableau culte, qui n'a Et, même pas de prix. Philippe, je voulais vous demander, où est ce tableau maintenant? Et c'est quoi sa valeur? Oh, sa valeur, je ne saurais pas la dire, c'est des dizaines et des dizaines, voire quelques centaines de millions d'euros. Le tableau, il est aujourd'hui, par des donations successives, il est au musée Marmottan Monet à Paris. Super, super. Au moins, tout le monde peut aller le voir. C'est pas dans Absolument, un coffre-fort tout à euh, fait. au Japon. Non, c'est très Tout à bien, fait. c'est très bien. Et bon, avant de faire mes recherches pour cette conversation avec vous, Philippe, j'avais toujours eu l'impression que Monet avait vécu une vie presque parfaite, dans le sens qu'il avait beaucoup réussi dans sa vie. Il était reconnu. Il avait une grande famille, il avait beaucoup d'amis, il a beaucoup voyagé, il a vécu jusqu'à un certain âge. Mais en lisant un peu plus, j'ai réalisé qu'il a traversé aussi les moments très difficiles. Pourriez-vous en dire un peu plus à ce sujet? Bien sûr, c'est sûr que Monet n'a pas eu une vie toujours facile. Si on le fait d'une manière très simple, d'abord il s'est heurté quand il était gamin à la volonté de ses parents qui ne voulaient pas qu'il fasse de l'art. Ah Ses ouais, parents, ils ne voulaient pas qu'il aille dans une école d'art. Ça, c'est d'accord. le premier point. Mais il a quand même réussi à s'imposer. Ensuite, une vie, je dirais, très contemporaine. Monet, c'est quelqu'un qui a eu un enfant avant de se marier. Et quand il s'est marié, son fils, il était là, avec sa première femme. Risqué à l'époque, hein? Eh, et que diable. Ensuite, il va faire partie de cette aventure de l'impressionnisme. Il a 34 ans et il passe un peu pour la figure de proue, parce que c'est une figure rebelle. Mais à cette époque-là, la vie est très, 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 très dure. On ne mange que des pommes de terre. Mm. Et puis, il va arriver un malheur dans sa vie, c'est que sa femme, sa première femme, va mourir à 31 ans. Ouf. Ouais. Donc, il devient veuf avec 2 enfants. Mais il se trouve qu'il avait rencontré avant mon arrière-grand-père Mécène, et que lui, mon arrière-grand-père, il va faire faillite. Le couple de ma famille va casser, et il va y avoir une aventure entre Monet et mon arrière-grand-mère. Donc, encore quelque chose de très contemporain, il devient le concubin de mon arrière-grand-mère. D'accord, Et ok. ils vont vivre en concubinage pendant 14 ans. Elle n'est jamais divorcée. Et elle a 6 enfants. Donc ça fait une famille recomposée, pour le dire, car c'est certainement la vérité. Le 6e, c'est un enfant adultérin. Ouf, d'accord. Quand ils s'installent à Giverny, ils ne sont que locataires. Il n'y a pas encore d'argent. En 1890, il va acheter la maison. Et à partir de cette époque, grâce à son marchand, qu'il faut citer, Durand-Ruel, le grand marchand des impressionnistes, qui leur a permis de vivre, et très aisément pour quelqu'un comme Monet, parce que le travail de Monet était très demandé. Mhm. C'est pourquoi, à un moment donné, après avoir acheté la maison, il a acheté un terrain, il a fait creuser un bassin et il a fait les nymphéas. Mais c'est aussi parce que c'est un immense artiste qui avait une vision absolument fabuleuse.
Alors oui, on va dire que les 40 dernières années de sa vie, ce sont des années pleinement heureuses dans cette famille recomposée, très unie, tellement unie d'ailleurs qu'il y a un enfant de la famille Hochdé qui va épouser un enfant de la famille Monet. Mais ça, voilà, c'est ça la vie. Et donc Monet va vraiment être à l'aise, faire un jardin extraordinaire avec une équipe de 10 jardiniers, un jardinier chef. Ouf. Bref, comme le dit Sacha Guitry dans un petit film qu'il a fait, Monet n'a qu'à dire je vends un tableau pour qu'il le vende. D'accord. Donc, il a très bien vécu les 40 dernières années de sa vie, mais il faut bien dire que jusqu'à cette période-là, c'était quand même difficile. Mais vous dites qu'il a très bien vécu les derniers 40 ans de sa vie, mais quand même, il avait des problèmes de vision qui, pour un peintre, est plus que grave. C'était. Vous avez raison, Alastair. C'est même très, très dramatique chez lui. La crainte de perdre vraiment la vue. Il est atteint de la cataracte au début des années 1910. C'est-à-dire à un moment où il n'a pas encore le projet mis en œuvre, le projet des grands tableaux des nymphéas, puisque ça n'est qu'en 1915 qu'il va faire construire l'atelier et qu'il va faire. Donc oui, il est atteint au plus douloureux de ce que peut être la souffrance d'un peintre, c'est-à-dire le risque de perdre la vue. Et il a tellement peur qu'il va repousser de se faire opérer. Et il ne se fera opérer que très tardivement en 1923, c'est-à-dire 3 ans avant de mourir et ayant quasiment terminé son existence de peintre. Les nymphéas, c'est fait. Les grandes décorations qu'on peut voir au musée de l'Orangerie à Paris, ça y est, c'est fait. Il fera encore évidemment de la peinture, mais on voit bien dans cette peinture un peu brouillée que la vue commence à devenir très difficile. Un peu comme Matisse, c'était un peu... Oui, un peu comme Matisse, oui, tout à fait. Ouais. Et d'ailleurs, c'est intéressant de faire un comparatif. Monet, à la fin de sa vie, fait les grandes décorations des nymphéas. Matisse réalise la magnifique chapelle du Rosaire à Vence. Oui, je suis allé, et c'est vrai, c'est sublime, c'est sublime, ouais. Donc, comme vous disiez, Philippe, c'est impossible de parler de Monet sans parler de sa maison et jardin à Giverny, et où il a vécu la moitié de sa vie. Et pour présenter Giverny, voici une petite vidéo. If we could have the video, please, James. Claude Monet, impressionist master and interpreter of the world around him. No visit to Monet's home was ever considered complete until you'd had a walk in one of his 2 stunning gardens. Everyone's familiar with Monet's gardens at Giverny, but did you know each flower's colour and placement was chosen for its glow in the sunlight? The paintings that once seemed filled with imaginary colours I now see are but real reflections of the vivid surroundings and an absolute feast for the senses. If there ever was a room with a view, this is it. Monet so loved his Giverny gardens, he remained there for 43 years. With a focus on colour, he personally continually changed and improved the garden layouts, even though he had 7 gardeners. In his last 30 years, Monet created many of his most memorable works. During this incredibly productive period, his paintings focused almost exclusively on his Giverny gardens, the pond, and his beloved water lilies. Monet was the most successful commercial artist of his time, and his works are more valuable than ever, with one version of the water lily selling for more than $70 million. While Monet passed away in 1926, his gardens and his spirit clearly live on. This is magic. I feel like I'm part of an impressionist painting.
And you can feel this way too on Viking's Paris and the Heart of Normandy river cruise. Donc voilà, Giverny, quand vous étiez enfant, Philippe, vous y êtes allé, j'imagine. Oh là là, aussi j'y suis allé. Et quel souvenir j'ai. Oui, oui, dans les années 50, quand on était enfant avec mon frère, j'ai un frère qui a 15 mois de plus que moi. En fait, nous, on passait toutes les vacances d'enfance, les vacances scolaires, à Giverny, chez la grand-mère. Alors, c'était merveilleux, mais il y a un moment où on aurait voulu aller voir ailleurs. Mais bon, on ne va pas se plaindre. Et l'une des attractions qu'on aimait beaucoup avec mon frère, c'était, on va dire, on avait une dizaine d'années, dans le milieu des années 50, quand on allait déjeuner avec ma grand-mère dans la maison, qui était à ce moment-là gardée par son frère, qui était le gardien de la propriété. Nous, on était petits, donc une fois que le repas était terminé, on filait avec mon frère dans ce grand atelier des nymphéas, comme on l'appelle. C'est là où il a fait les nymphéas, qui était vide. Il y avait seulement des très longs châssis sur lesquels il posait ses toiles. C'est des châssis qui sont pas des châssis, zut, comment on appelle ça? J'ai un truc qui me manque, un mot qui me manque. Les rails. Chevalets. Chevalet, oui, bien sûr. Ouais. Très grand chevalet qui faisait facilement 5 mètres de long. Et dans l'atelier, qui était un grand espace, avec les chevalets, on jouait avec mon frère à l'autobus. Excellent, excellent. Et quand on avait fini de jouer à l'autobus, eh bien parfois, de temps en temps, on prenait les cannes à pêche et on allait pêcher le goujon, la blette dans le bassin au nymphéa. D'accord. Et comment aurait été la vie quotidienne à la maison à l'époque de Monet? Alors, c'est une vie qui était très réglée. Tout était organisé pour et autour de Monet. Monet se levait très tôt le matin, commençait à travailler, on va dire, de 8h à midi, puis le déjeuner, puis repartait de 14h à 18h. En gros, c'était quelqu'un qui travaillait énormément. Et les heures de repas étaient très importantes. Ma maman, qui est née à Giverny, et puis qui a été au moment de la Première Guerre mondiale, qui a vécu à Giverny avec sa mère, elle était à l'école de Giverny. Et elle était obligée, le matin, à la fin de la matinée, de sortir avant tout le monde, parce qu'il fallait être là à l'heure du déjeuner et pas du tout en retard. Monet était très strict. Il aimait beaucoup les enfants, mais il se méfiait beaucoup de ce que les enfants risquaient de tutoyer ses fleurs. C'est joli. C'est très joli. Ouais. Donc, il était très attentif à ce que les enfants... Alors, les enfants de la maison, ils le savaient. Mais par exemple, ma mère était malheureuse parce qu'elle ne pouvait pas faire venir de petits copains et copines. Parce qu'ils savaient très bien que sinon, il y aurait eu des dégâts. Donc, Monet était quelqu'un qui était très rigoureux, très affectueux, mais le travail, c'était fondamental, c'était sa vie. Donc, le quotidien de Giverny était réglé vraiment. Alors, c'était quelqu'un qui aimait beaucoup manger. Il aimait ce qu'on appelle chez nous la bonne chair. C'était à la fois un gourmet et un gourmand. La table de la salle à manger, c'était pas une table où on posait des assiettes, elle était dressée. James, could you put up the dining room, the yellow dining room image for me, please? Pardon, Philippe, continuez. La table, elle était dressée avec un service qui
qu'il avait fait faire à Limoges aux couleurs jaune et bleu, avec argenterie, des verres en cristal. C'était une cérémonie en quelque sorte. Oui. Et dans le contexte d'un repas, Monet avait une fonction. C'est lui qui remuait la salade. D'accord. Donc, il ne cuisinait pas. Il cuisinait, d'accord. Ok. Mais il remuait la salade et il mettait souvent dans la salade quelques pétales de fleurs de capucine qui ont un goût poivré délicieux. Oui, oui, oui. Je fais moi-même, hein. Mais maintenant, la prochaine fois que je le fasse, je vais penser à Monet. Voilà. C'est excellent. Donc, la salle à manger, c'était un lieu important de convivialité. Et puis, vous le savez, cette salle à manger, on l'a vu tout à l'heure, l'image, c'est le lieu où était accrochée toute sa collection d'estampes japonaises. Il avait une très, très belle collection d'estampes japonaises, avec évidemment les images de Hokusai, la fameuse vague de Hokusai, mais aussi le chemin du Tokaido de Hiroshige. Il y avait vraiment un rythme de vie de qualité et de convivialité. Monet aimait beaucoup recevoir. Alors évidemment, il recevait avec un bonheur fou son meilleur et plus vieil ami, Georges Clemenceau. Combien de fois Clemenceau est-il venu, même pendant la guerre, entre deux tranchées? Il venait se ressourcer à Giverny, reprendre de l'élan et de l'énergie. Et puis évidemment, à la table de Monet, il y avait, tout le monde est passé, Cézanne, Renoir, Caillebotte, on peut imaginer. Et il était très proche aussi, par exemple, de l'Académie Goncourt. Les frères, je perds le nom, les frères Goncourt, justement, les frères Goncourt, Edmond et Jules, et il organisait tous les ans un dîner pour l'Académie Goncourt. Donc voilà, c'était un homme qui aimait la vie, qui jouissait de la vie, qui l'embrassait, mais la chose la plus importante pour lui, c'était évidemment la peinture, parce qu'il avait une conscience de l'histoire très très forte, très très forte. Vous savez, on ne le dit pas assez. Donc moi je le répète volontiers, quand il va réaliser ses nymphéas, il y a d'abord des tableaux de format normaux, hein, soit de 1 mètre sur 1 mètre, 2 mètres sur 2 mètres, des formats. Et puis, il y a le grand projet de la peinture à 360 degrés. Wait, une seconde, Philippe. James, can you pull up the black and white photo of Monet in his studio for me, please? Pardon, continuez, Philippe. Excusez-moi. Ouais, voilà. Voilà. Donc, il y a ces grandes décorations des nymphéas. C'est comme ça que Monet les appelait. Eh bien, ces décorations qu'on voit au musée de l'Orangerie à Paris, ou alors que l'on peut voir dans les grands musées, on voit des fragments, parce qu'il en a fait un certain nombre. Il faut bien avoir à l'esprit que cela, c'est un projet qu'il fait pour lui. C'est pas une commande de l'État. D'accord. Ça n'est pas une commande de l'État. C'est simplement quand la guerre sera finie, il va dire à Clemenceau qu'il veut donner 2 grands panneaux pour participer à la victoire. Mais comme Clemenceau connaît très bien tout ce projet, il va réussir à persuader son vieil ami que peut-être il pourrait en donner plus et qu'on pourrait les mettre quelque part. Et c'est ce qui arrivera. Monet donnera 19 panneaux, pas 2. Qui sont, on installera ça au musée de l'Orangerie. Oui, et pour quelqu'un qui ne les a pas vus, je le conseille fortement parce que c'est absolument frappant. Est-ce que, une question qui vient de tomber sur ma tête, Philippe, c'est est-ce qu'on a perdu beaucoup de tableaux de Monet pendant la guerre? Est-ce qu'il y en a beaucoup qui ont parti en Allemagne ou
Non, il n'y a pas tant de pertes. Monet a une œuvre qui s'élève à peu près à 2000 tableaux. C'est pas énorme. Si on compare à Picasso, on est très loin du compte. Ouais. Très loin. Picasso, c'est 15 000 tableaux et alors je ne sais combien de dessins. Non, il n'y en a pas eu. Il n'y en a pas eu vraiment, mais simplement c'est que dans ces 40 dernières années où il y a eu une économie florissante des œuvres de Monet, beaucoup d'œuvres ont été achetées à l'étranger, notamment par les Russes, la collection Tchoukine, la collection Morozov, mais on peut en trouver aussi. Mais en même temps, il ne faut pas imaginer que ça a été tout le temps comme ça en montant, parce qu'il y a eu une période qu'on pourrait dire être un peu fin des années 30 jusqu'aux début des années 60. Il y a eu un creux de la vague. Et on pouvait à cette époque encore acheter des tableaux de Monet chez Katia Granov, par exemple. C'était pas des prix mirobolants. Ah, ouais. Et il y a quelques musées qui en ont acheté, et on en voit beaucoup dans tous les musées du monde entier, quel que soit le continent. Mais la fortune critique et la fortune matérielle de Claude Monet, le marché de Claude Monet, a grimpé considérablement à partir, on va dire, de les années 80, les années 70, 80, pour avoir quand même atteint un sommet incroyable à partir de l'exposition du Grand Palais en 2010. Maintenant, Monet, il a rejoint la cour des très, 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 très grands comme Titien, Véronèse, Léonard de Vinci. C'est devenu un mythe. C'est vraiment un mythe, Monet. Mais ça reste un homme. Ça reste un homme parce que il a vécu à la campagne. Il a fait de ce lieu de Giverny un havre de paix incroyable. C'est le philosophe Gaston Bachelard qui a une magnifique formule. Quand il parle du bassin aux nymphéas, il dit que Monet a simplement construit là un miroir pour que le monde découvre à quel point il est beau, que le monde découvre sa propre beauté dans le reflet du bassin. Super, super. Juste pour revenir à Giverny, Philippe, si j'ai compris bien, jusqu'à les années 70, c'était presque ruine, non, la maison? Alors, une ruine, je n'irai pas jusque-là. Je me souviens, j'ai même fait moi-même des photos en 64 pour faire un exposé à mes camarades de classe. C'était une maison qui était à l'abandon, oui, à l'abandon, parce que personne n'y vivait plus au quotidien, qu'il n'y avait qu'un seul jardinier. Ouf. Ouais. Il a fait ce qu'il a pu. Celui qui en était propriétaire, c'est-à-dire le fils cadet Michel Monet, ne vivait pas dans cette maison. Il avait sa propre maison dans l'Eure un peu plus loin. Donc oui, c'était une maison qui était à l'abandon. Alors, la ruine, non. Et j'en veux pour preuve, c'est que quand elle a été restaurée, par la grâce de l'histoire comme elle s'est écrite, c'est-à-dire quand le fils cadet est décédé, Michel Monet, en 1966, on ouvre le testament, il lègue la maison et tout ce qu'il y a dedans à l'Académie des Beaux-Arts, Institut de France. D'accord. Ce n'est pas l'État. Ça n'est pas l'État. C'est une entité propre. L'Institut qui comprend l'Académie française, l'Académie de médecine, l'Académie des Beaux-Arts, etc. Ce n'est pas l'État. Hein. Ce n'est pas du tout l'État. C'est une institution propre. Donc, l'Académie des Beaux-Arts devient propriétaire, découvre que dans les combles, ce que nous-mêmes, famille, nous ne savions pas, il y avait 100 tableaux,
plus la collection personnelle de Monet. Ouh. Et évidemment, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut vite faire quelque chose. On va pas les... Maintenant qu'on est propriétaire, vous pensez bien qu'on va prendre soin. On ne va pas les laisser comme ça. Donc, ils ont décidé de rapatrier tout cela dans un des musées que l'Académie possède, le musée Marmottan. D'accord, d'accord. Et ils décident de restaurer la maison, les jardins. Mais ça coûte beaucoup d'argent. Et comme il y a quelqu'un qui est passionné par cela et qui est le patron du château de Versailles, Gérald van der Kempf. James, we lost Philip there. Si vous nous en... Ah ouais, voilà, on vous a perdu un moment. Est-ce que vous voulez que je reprenne? James, do you want to just restart that? Ouais, si vous pourriez recommencer avec le Versailles. Versailles, d'accord. Ouais, voilà. OK. La maison était très, très abandonnée, le jardin. Donc, l'Académie des Beaux-Arts décide de restaurer tout cela, mais ça coûte beaucoup d'argent. Heureusement, M. van der Kempf, qui était le conservateur en chef de Versailles et qui était marié à une Américaine et qui avait déjà eu recours à un mécénat américain très important pour Versailles, a lancé un appel aux Américains. Et il m'a raconté, M. van der Kempf, que j'ai connu, qu'un jour il mangeait avec Mrs. Wallace, la propriétaire du Reader Digest, et quand elle a appris que les fleurs ne poussaient plus à Giverny, elle a fait tout de suite un gros chèque, énorme chèque, et lui a dit vous faites tout ce qu'il faut pour que ça redevienne fleuri comme il faut. Et ça a entraîné d'autres mécènes, et M. van der Kempf, aidé d'un magnifique chef jardinier qui avait été embauché juste pour quelques années, mais qui est resté 37 ans et qui a refait le jardin de Giverny selon toutes les consignes, toutes les archives qui existent et que nous pouvions avoir. Et c'est Gilbert Vaé qui a fait un travail remarquable. Et donc voilà, maintenant ce musée, cette maison de Giverny, elle est devenue évidemment un lieu de pèlerinage, mais surtout un lieu de mémoire vive, pas de pèlerinage au sens religieux du terme. C'est vraiment un lieu de mémoire vive et de mémoire heureuse, parce que quand on est à Giverny, qu'on se promène dans les jardins, autour du bassin, et attendez, c'est un moment de grâce. Oh, je suis complètement d'accord, Philippe. Et aujourd'hui, avec Viking, nos invités d'États-Unis peuvent visiter la maison et les jardins de Giverny. Mais est-ce que les visites ont recommencé depuis oui. cette période? Oui, ça y est, ils sont partis. Oh, ben là, c'est parti, hein, c'est fait, oui. Oui, il y a eu une année difficile. Ben ça, il n'y a pas qu'à Giverny. Hein. Ça a été une année difficile, mais maintenant, c'est reparti. D'ailleurs, il faut aussi espérer un peu que ce ne soit pas dans une folie comme ça a été en 2019, où il y a eu 700 000 visiteurs. C'est trop, c'est trop. C'est un problème, c'est vraiment un problème. Parce que la maison n'est ouverte que du 1er avril au 31 octobre. Peut-être qu'il faudrait l'ouvrir même à une époque où finalement le jardin, il n'est peut-être pas aussi beau qu'au printemps. Mais Monet y a vécu. Et il l'a vécu comme ça. Oui, tout à fait. Ouais. Je pense que ce serait peut-être une solution. En tout cas, tous vos invités sont bienvenus évidemment à Giverny. Bah, j'ai des très bons souvenirs d'une visite que j'ai faite il y a quelques années. C'était sublime. Philippe, donc maintenant, notre temps ensemble a presque coulé. Mais une dernière question, voilà, avant que j'oublie, que je dois absolument vous poser. Est-ce que vous avez un tableau de Claude Monet? Non. Non. Oh, je suis déçu. Non, il n'y a pas de taille. Non, il reste un dessin de Claude Monet dans la famille à laquelle j'appartiens, la famille Piguet. Il reste un petit dessin. Non, mais en ce qui me concerne, comme je vous le disais au tout début, j'ai eu cette chance incroyable d'avoir l'idée de préserver
des centaines de lettres de Alice adressées à ma grand-mère quand elle n'était pas à côté d'elle et qui racontent le quotidien de Monet, et puis plusieurs dizaines de lettres de Monet à ma grand-mère, à ma mère, qui vraiment m'ont donné quasiment l'idée que j'ai vécu à Giverny, tellement j'ai lu, relu, annoté, retranscrit pour faire ce livre qui sortira, comme je l'espère, en 2026. Donc j'ai un peu le sentiment d'avoir vécu à Giverny, et ça c'est sans doute le plus beau cadeau qu'on puisse avoir en soi. C'est magnifique. 2026, ça va être une grande année pour vous, Philippe. Ça va être une année chargée. Ouais, bah ouais. Philippe, je crois qu'on va terminer là. Il me reste juste de vous remercier pour le temps que vous nous avez consacré et, si je peux le dire, pour la lumière que vous avez mis sur notre sujet aujourd'hui. On vous souhaite beaucoup de bien, Philippe. Merci. Et merci à vous, Alastair, et merci à Viking. Au revoir, Philippe. Merci. Au revoir. Et voilà. Et un big merci to you for watching. And until next time, from me and the wonderful Viking TV team, au revoir.